Bienvenue dans cette vidéo de formation, donc stratégie d'investissement facile à appliquer et tous les pièges à éviter. Donc je vais traiter de beaucoup de sujets dans cette vidéo, je vais essayer de les simplifier au maximum. Le but c'est que ce soit très très simple et que ce soit compréhensible par tous les débutants et surtout que tous les débutants puissent appliquer justement tous ces conseils, toutes ces recommandations et surtout les pièges que vous devez absolument éviter. Alors, on a parlé de gestion du risque dans le cours précédent pour que je puisse vous sensibiliser à l'importance du risque, à l'importance du rendement, de comment bien gérer ses trades ou ses investissements. Là, on va avoir une stratégie très simple. Et avant d'introduire la stratégie, je vais vous parler de cyclicité. Alors, il faut savoir que le marché crypto est cyclique, ok ? Qu'est-ce qu'un cycle? Vous avez les cycles haussiers, les cycles de transition et les cycles baissiers. Donc très généralement, le marché crypto va subir des cycles de transition, c'est ce qu'on appelle l'accumulation, qui précède généralement un cycle baissier. Ok, donc je vais vous montrer tout ça. Donc ici, nous avons eu notre cycle de transition, donc d'accumulation. Ensuite, avant, on avait eu un cycle baissier où le prix du Bitcoin baissait et donc le marché crypto est soumis à la variation du Bitcoin. Il est très rare d'avoir ce qu'on appelle les altcoins dans le marché crypto, donc tout ce qui est différent du Bitcoin. Donc en fait, dans le marché crypto, vous avez le Bitcoin qui est la crypto mère, la première crypto du marché, la plus capitalisée. Et ensuite, vous avez toutes les autres crypto-monnaies qu'on peut appeler des altcoins. Donc par exemple XRP, BNB, Cardano, Solana, etc., etc. Ces capitalisations sont beaucoup plus petites. Et celui qui drive, qui guide le marché crypto, c'est le Bitcoin. Donc si le Bitcoin se comporte bien, il y a de grandes chances que les autres crypto-monnaies ici se comportent bien également. Si le Bitcoin se comporte mal, on a de grandes chances d'avoir des altcoins qui vont se comporter mal également. Et du coup, alors, c'est pour ça que je vous parle de cyclicité. Alors le Bitcoin se compose, et donc le marché crypto, comme j'ai dit, de 3 cycles: hausse, baisse et contraction, accumulation. Ok, ou transition, donc c'est simplement un marché qui est plat. Ok, alors vous avez justement le marché plat qui très souvent est soit le début, donc en fait votre marché va très généralement, par exemple une nouvelle crypto-monnaie va très souvent connaître ce marché qu'on appelle la transition ou l'accumulation, donc un marché qui est plat. Par exemple, c'est ce qu'a connu le Bitcoin quand il a été créé en 2009. De 2009 jusqu'à 2010, on a eu cette contraction, ou on peut appeler ça cette transition, mais là, c'est pas vraiment une transition parce qu'on n'avait rien avant, mais une accumulation, un marché qui est plat. Okay. Ensuite, on a la phase haussière, et donc ça, c'est la première phase, la phase haussière. Ensuite, on a un cycle baissier, donc là, on a eu un Bitcoin qui a fait que baisser pendant plusieurs mois. On a eu une transition, un marché qui est plat, et une nouvelle hausse. Donc un cycle, c'est une phase plate, une phase haute, une phase de baisse. Okay, donc c'est ces 3 phases. Et on recommence un cycle quand on a justement une nouvelle phase plate, comme ça, d'accumulation, une nouvelle phase haussière, et etc., etc. Une nouvelle correction. Ici, la correction était très courte, on a eu une transition très courte, et une nouvelle hausse, une nouvelle baisse, une nouvelle transition, un marché qui est plat, qui est accumulé. Donc une accumulation, c'est quoi? C'est quand vous avez des acteurs du marché qui viennent aspirer l'offre. Donc aspirer l'offre, c'est quoi? C'est quand vous avez plein de vendeurs qui vendent et qui vendent et qui vendent, mais les acheteurs aspirent, absorbent toute la vente, ils achètent tout simplement. Et après, il n'y a plus assez de vendeurs pour faire chuter les prix. Les acheteurs ont repris la main et donc le marché remonte, mais ça passe toujours par une phase de transition, comme on a connu ici. Et donc vous avez une nouvelle hausse ici, une nouvelle correction, une nouvelle phase de transition où le marché est plat, il ne fait pas grand-chose, une nouvelle hausse, une nouvelle baisse, et là on est dans la phase de transition à l'heure où je fais cette vidéo, donc en juillet 2023. Ça dépend de quand est-ce que vous regarderez cette formation, peut-être en 2024 ou même en 2025, mais ça vous servira aussi par la suite. Donc moi, à l'heure où je fais cette vidéo, cette formation, on est en phase de transition sur le Bitcoin. Ok. Et de grandes chances qu'on puisse rentrer dans une phase de transition comme celle-ci avant de reconnaître une prochaine hausse. Et ce qu'il faut savoir, pendant ces cycles haussiers, ici, donc ce gros cycle de hausse, ce gros cycle de hausse ici, bon là on va dire que le cycle a pu se terminer par là, on avait une légère hausse encore, mais on va dire que la grosse partie du cycle haussière c'était toute cette phase, donc de 2020 jusqu'à 2021, quasiment 2022. Il faut savoir que pendant cette période, pendant 3 à 6 mois, nous avons les altcoins qui performent. Donc on va écrire ici, les marchés sont cycliques, sont composés de cycles haussiers, cycles
baissier et un cycle de transition. Tout ça, ça fait un seul cycle, ok? C'est-à-dire que un cycle entier, bah, ça se fait par d'abord une transition, si on commence directement par ça, donc transition, marché haussier et marché baissier, et transition à nouveau, puis marché haussier, puis marché baissier, ça se répète comme ça indéfiniment, ou tout simplement, là on parle pas du tout premier cycle, mais on parle des cycles actuels, donc une hausse, une baisse, une transition, puis une hausse, puis une baisse, puis une transition, et ça se répète comme ça sans cesse, ok? C'est-à-dire hausse, baisse, transition, hausse, baisse, transition, hausse, baisse, transition, etc., etc. Et donc le Bitcoin se comporte comme ça à long terme. Au sein de ces cycles, vous avez des phases de surperformance. La surperformance, c'est quoi? C'est un actif qui va performer mieux qu'un autre actif. Imaginons, le Bitcoin, en un an, double, donc il fait une hausse de 100%. Si on a une altcoin, donc je prends au hasard Solana, qui triple, Solana a surperformé le Bitcoin, Solana a fait une meilleure performance que Bitcoin. Et ces cycles de surperformance, donc là je vais l'appeler cycle de surperformance, altcoin face au Bitcoin, ça arrive à peu près, donc ça arrive tout le temps pendant la phase haussière du Bitcoin, donc pendant le cycle haussier, ok, et ça a une durée d'environ 6 mois à peu près. Ça dure pas très longtemps. C'est pendant cette période-là que vous pouvez faire beaucoup de profitabilité sur les altcoins. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout le reste d'un cycle, et j'ai oublié de le préciser, mais en crypto, un cycle entier, c'est-à-dire hausse, transition, hausse, baisse, et puis transition et hausse à nouveau, ça dure environ 4 ans. Ok ? Un cycle dure environ 4 ans. Le Bitcoin fait des sommets environ tous les 4 ans. Si je vous montre ici la charte, on ne peut plus mettre en logarithmique en bas, il faut faire comme ça. Ici, donc là c'est une charte en logarithmique, donc c'est une échelle différente qui permet de voir l'évolution du prix du Bitcoin en pourcentage. Ok ? Et donc là on voit mieux sur le long terme. Tous les sommets sont faits environ tous les 4 ans. Alors, on avait un sommet du Bitcoin ici qui a été fait en 2011. On a dû attendre ici 2013. Donc là, ça a été un cycle très rapide. Après, ça a complètement changé. On a eu un nouveau sommet ici, donc ça a pris 2 ans. Après, ici, on a eu le nouveau sommet, mais c'était encore les débuts du Bitcoin, hein. C'était vraiment très, 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 très court terme. Ici, les cycles étaient très, très rapides parce qu'on avait un Bitcoin qui capitalisait rapidement. C'était le début du Bitcoin, donc il y a beaucoup d'argent qui est rentré dedans. Donc c'est ce qui a fait exploser les prix. Après, on a commencé justement à connaître les transitions beaucoup plus longues et donc là, c'est ce qu'on est en train de connaître maintenant. Donc là, nous, on va se baser sur ces cycles qu'on connaît depuis 2013. Donc le plus haut, c'était en 2013, ici, et le nouveau sommet qu'on a eu était 4 ans après, en 2017. Ok, donc on a mis 4 ans. Baisse, transition, hausse, et donc depuis le point haut précédent, ça a mis 4 ans, donc décembre 2013, décembre 2017. Ensuite, décembre 2017, pour faire un nouveau sommet, on a dû attendre 2021, ok. Donc début 2021, nouveau sommet ou fin 2020, mais ça a pris 4 ans et on a trouvé notre sommet en avril 2021, et donc on a bien mis 4 ans, 2017, 2021, 4 années. Donc on a de grosses probabilités d'avoir potentiellement, si l'histoire se répète, un nouveau plus haut du Bitcoin en 2025 parce que ça fera 4 ans, ok. Donc vous avez tout ça à bien connaître, la cyclicité. Et pendant ces cycles de hausse, comme je vous disais, là je repasse en régular, on a des phases pendant lesquelles les altcoins surperforment le Bitcoin et ça dure généralement 6 mois grand maximum et cette saisonnalité est très généralement de l'hiver jusqu'au printemps. Et donc il y a un adage qui dit « Buy when it snows, sell in May and go away ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire achète en hiver quand il neige et vend au mois de mai. Et c'est réel, très souvent, les altcoins vont exploser de l'hiver jusqu'au printemps. Et le piège qu'il faut éviter, et donc là on rentre dans le premier piège, et donc dans la première stratégie d'investissement, c'est le DCA. Alors le DCA c'est quoi? Je vais supprimer tous les sommets ici. Le DCA c'est le Dollar Cost Average, c'est-à-dire j'achète un petit peu toutes les semaines, tous les mois, un montant fixe, à un prix fixe ou non, j'achète au prix du marché, je fais ce que je veux, mais j'achète tout simplement un petit peu par période. Donc je peux acheter par exemple une fois par mois, ok ?
Une fois que vous achetez une fois par mois, vous faites ce qu'on appelle du DCA. Donc vous allez investir un petit peu par un petit peu sur un actif tous les mois. Par exemple, je gagne 2000 euros par mois. J'ai envie d'investir 10% de ce que je gagne dans le Bitcoin. Tous les mois, je peux investir 200 euros par mois dans le Bitcoin. Et ça, c'est une stratégie qui fonctionne parce que le Bitcoin, ça fonctionne sur le Bitcoin, et je vous dirai les pièges à éviter juste après. Ça fonctionne sur le Bitcoin car le Bitcoin est haussier à long terme. Ok ? Vous pouvez faire le calcul, sinon vous tapez DCA stratégie sur Internet, vous verrez que c'est rentable. Sur le Bitcoin, je dis bien sur le Bitcoin, et je vous dirai après pourquoi ne pas faire ça sur les altcoins. Ça marche sur le Bitcoin parce que le Bitcoin, depuis sa création en 2009, il est haussier. Vous voyez ici, le Bitcoin, il fait que monter. Il est haussier. On fait ce qu'on appelle des creux et des sommets ascendants. Le Bitcoin, il fait que monter. Alors oui, le Bitcoin, il performe moins qu'avant. Pourquoi ? Pas parce qu'il est en train de mourir ou autre, parce que sa capitalisation devient extrêmement importante. Là, à l'heure où je vous parle, on a une capitalisation de 582 milliards. C'est-à-dire qu'avant, un Bitcoin qui passait de 1 dollar à 2 dollars, ça doublait. Un Bitcoin qui passait de 2 dollars à 4 dollars, ça doublait encore. Et ça demandait pas beaucoup d'argent parce que la capitalisation était très faible. Ok ? Maintenant, pour que le Bitcoin double, il faut qu'il passe de 580 milliards à plus de 1000 milliards de capitalisation. Donc il faudrait encore injecter, entre guillemets, 180 milliards de dollars pour que le prix double. Alors qu'avant, quand le Bitcoin coûtait 100 dollars, par exemple, si la capitalisation était de 2 milliards, il fallait juste 2 milliards de dollars supplémentaires pour que le Bitcoin puisse doubler. Maintenant, il faudrait ajouter encore 582 milliards de dollars pour que le Bitcoin puisse doubler. Donc il faut beaucoup plus d'argent maintenant pour que le Bitcoin continue de s'apprécier. Pour vous donner une idée, la capitalisation de l'or est d'environ entre 10 000 milliards et 12 000 milliards. Donc elle est beaucoup plus, jusqu'à 20 fois plus importante que le Bitcoin. Okay ? Donc c'est pour vous dire que vous inquiétez pas, le Bitcoin, il a encore de la marge. Pour vous donner une idée, Apple, à l'heure où je vous fais cette vidéo, vaut 3 000 milliards de dollars en bourse. Okay ? Et Apple, ou par exemple Nvidia, qui est une autre action qui a pris énormément de valeur, a pris 300 milliards de dollars, je crois, en l'espace de quelques semaines. Donc quasiment toute la capitalisation du Bitcoin. Donc c'est pour vous dire encore que le Bitcoin, c'est pas une capitalisation qui est énorme. Certes, c'est beaucoup, si on compare ça aux entreprises américaines, mais le Bitcoin, on n'est pas censé le comparer aux entreprises américaines. On le compare à quelque chose qui va être une réserve de valeur, quelque chose qui va pouvoir nous protéger de la dévaluation monétaire, tout comme peut le faire l'or, l'argent, l'immobilier, etc., etc. Regardez la valeur du marché immobilier, vous verrez que le Bitcoin, c'est encore un bébé. Regardez la valeur du marché de l'or, etc., etc., vous verrez que c'est un bébé. Et c'est pour ça, à l'heure où laquelle je vous tourne cette vidéo également, on commence à avoir les premiers ETF, en tout cas des demandes d'ETF sur le Bitcoin. Ça va permettre justement d'attirer de gros investisseurs. Et donc ça va permettre de passer des caps au Bitcoin, probablement en capitalisation. Mais le Bitcoin qui fait x1000, si on vous dit oui, investis dans le Bitcoin, tu vas faire x1000, non, il y a très peu de probabilités maintenant. Le x1000, c'était en 2010, 2009, 2011 jusqu'à 2012. Maintenant, ce n'est plus trop possible, ok ? Mais le Bitcoin s'apprécie avec le temps, et donc l'objectif, c'est de faire de la plus-value, c'est-à-dire de augmenter ses euros, ses dollars, etc. Et ça va fonctionner avec le Bitcoin, parce que le Bitcoin progresse d'année en année. Si je vous mets une échelle de prix ici en année, le Bitcoin, par exemple, on va repasser en régular ici. Hop. Le Bitcoin, depuis ce début d'année 2023, c'est environ 92% de hausse. L'inflation, par exemple, en Europe et en France, était d'environ 5%. Ici, en 2022, il y a aussi ce que je vous disais, des cycles de baisse, et là, on les voit bien. En 2022, le Bitcoin, c'est aussi une baisse de 64%. Mais auparavant, en 2019, c'était un marché haussier de 318% et qui a terminé l'année en 108% de hausse. Ensuite, en 2020, on a ouvert et on a fermé en 310% de hausse. Et on a ouvert et on a fermé 2021 en 60% de hausse. Après, on peut faire ça avec les autres années. Mais le Bitcoin est haussier à long terme. Donc, c'est ce qui en fait justement un actif intéressant à l'investissement puisqu'il s'apprécie avec le temps, qu'il est peu probable que le Bitcoin ait atteint son sommet en termes de capitalisation, quand on le compare avec d'autres, l'or, le silver, et le Bitcoin, c'est un peu le concurrent de l'or, du silver. Le Bitcoin, il n'est pas concurrent d'Apple, ou de Nvidia, ou de Microsoft, ou de Google, ou de Amazon, ça n'a rien à voir. Le Bitcoin, il est concurrent de l'or. C'est pour ça qu'on l'appelle l'or digital, et c'est pour ça qu'il est encore faiblement capitalisé, donc il a encore du potentiel. Et donc le DCA, le dollar cost average, c'est-à-dire acheter un petit peu chaque mois sur le Bitcoin, ça fonctionne parce que le Bitcoin, là je vous mets en mensuel, le Bitcoin il est très souvent
haussier. Donc par exemple, si j'ai acheté du Bitcoin, imaginons le 1er janvier 2023, bah, je l'ai acheté à 16 400 $, donc ces Bitcoins-là sont positifs. Également, vous pouvez acheter des fractions de Bitcoin, il y a une erreur qui est très souvent connue, donc il y aura beaucoup de débutants dans cette formation. Je peux acheter une fraction de Bitcoin, je peux acheter pour 100 € de Bitcoin, je peux acheter par exemple 0,08 Bitcoin. Une action, c'est pas possible, je ne peux pas acheter 0,008 Apple, ça n'existe pas, je suis obligé d'acheter une action Apple, une action Tesla, etc., etc. Ça, on peut le faire avec le Bitcoin, ok? Et donc, les 100 € de Bitcoin que j'avais acheté à 16 000 $, bah, ils ont pris de la valeur, ils ont doublé. Maintenant, ces 100 € sont venus quasiment 200 € à l'heure où je vous parle. Et puis en février 2023, si j'ai acheté du Bitcoin, je l'ai acheté, donc par exemple tous les premiers, ou par exemple, je sais pas, imaginons que vous avez votre paye le 10 de chaque mois, et ben le 10, vous décidez d'acheter pour 10% de Bitcoin par exemple, ben on prend tous les 10 du mois, imaginons. Ben là, en gros, je vais prendre le premier parce que là, TradingView me donne le premier de chaque mois, c'est mieux. Imaginons que vous achetez le premier de chaque mois. Le 1er janvier 2023, j'ai acheté à 16 500. Le 1er février, j'ai acheté à 23 000. Le 1er mars, j'ai aussi acheté à 23 000. Le 1er avril, j'ai acheté à 28 400. Et donc là, tous ces mois où j'ai acheté du Bitcoin, bah, le Bitcoin, il a encore pris de la valeur. Après, bien évidemment, il y a des fois où on achète plus cher que le prix actuel. Mais vu que le Bitcoin est aussi à long terme, le DCA sur le Bitcoin fonctionne. Ok ? Et donc, maintenant, on va parler des pièges à éviter. Vous devez absolument éviter ces pièges-là. J'essaie juste de retrouver... Hop, mes petites écritures, ce serait dommage de les perdre. Tac. Vous devez absolument éviter de faire du DCA sur les altcoins. Alors pourquoi je vous dis d'éviter de faire du DCA sur les alts? C'est très simple. Le marché des altcoins, comme je vous ai dit, il est cyclique. Et le Bitcoin, il est là depuis 2009. Le Bitcoin, il a survécu à de nombreux cycles haussiers et baissiers. Les altcoins, on n'a aucun historique. La seule alt qui pour l'instant a beaucoup d'historique, et pour certains ce n'est pas considéré comme une altcoin, et je pourrais le comprendre, c'est la crypto-monnaie Ethereum. Okay, Ethereum a subi plusieurs cycles haussiers, donc c'est bon, j'ai bien récupéré toutes mes écritures. Ethereum a subi plusieurs cycles haussiers et baissiers. Je vais sur Ethereum ici, on va venir, tac, on prend Ethereum. Ethereum a subi une transition, une hausse, une baisse, une transition, une hausse, une baisse, et donc là on est dans la transition pour une future hausse très très probablement. Donc Ether a déjà survécu à un cycle. Ether a été introduit en 2015, il a donc connu la transition de 2015 jusqu'à 2017, donc l'accumulation, l'expansion, le cycle de hausse donc jusqu'à fin 2017, début 2018, le cycle de baisse jusqu'à fin 2018, début 2019, la transition qui a duré de début 2019 jusqu'à environ mi-2020 pour la progression haussière jusqu'à mi-2021. Donc Ethereum a déjà connu des cycles et c'est pour ça que le dollar cost average fonctionne sur Bitcoin, probablement sur Ethereum, mais on n'a pas encore assez d'historique, mais en tout cas depuis sa création ça fonctionne. Par contre demain si je vous montre une altcoin qui est là depuis très très longtemps, qui est là par exemple depuis qu'Ethereum était là quasiment, EOS, ça fonctionne pas. EOS n'a pas reconnu de cycle haussier, EOS est sur son plus bas depuis 2017. Donc EOS, le DCA ça marche pas. Si vous faites du DCA sur cette crypto, ça n'a pas fonctionné. J'ai plein d'exemples des grosses cryptos de l'époque, par exemple Stratis, pour ceux qui ont connu à l'époque. Va falloir que je le calcule moi-même, parce que ça a changé de nom. Donc Stratix Bitcoin, donc là ce que je fais en fait c'est que je vais vous sortir le prix en dollars. Stratix a été introduit en 2016, regardez, c'est sur les plus bas depuis 2016. Donc il y a eu un cycle haussier, une transition, mais depuis on n'a jamais reconnu un cycle haussier. On a eu un tout petit cycle haussier, mais je vous assure que si vous faites du DCA sur Stratis, vous ne serez pas rentable. Et donc ça, sur 95% des altcoins, ça marche pas. Et l'erreur que font la majorité des intervenants du marché crypto, c'est de faire du DCA sur les altcoins, alors que ça ne marche pas. Parce que le marché est cyclique, que le Bitcoin reste, qu'on a des cryptos qui arrivent et qui disparaissent et qui ne survivent pas à un prochain cycle. Je vous laisse regarder ici, sur CoinMarketCap, vous avez un superbe outil qui s'appelle l'Historical Snapshot ici, ok, et ça vous permet de regarder la capitalisation du marché crypto dans le temps. Donc là, par exemple, si je prends le 5 mai 2013, le Bitcoin coûtait 115 $, il avait une capitalisation de 1 288 millions, donc une capitalisation très faible. Donc par exemple ici, pour passer de 115 $ à 300 $, bah, fallait juste ajouter 1 milliard supplémentaire, ce qui est très faible, hein. Donc le Bitcoin pouvait doubler, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Dans le top, on avait Litecoin. Litecoin, il existe toujours. Namecoin, ça n'existe plus. Peercoin, ça n'existe plus. Tout ce que vous voyez ici, ça a disparu. Okay, donc en l'espace de déjà en 2013 jusqu'au prochain cycle en 2017, parce que moi j'ai commencé la crypto en 2016, même si j'ai connu le Bitcoin à 35 $ en 2013, mais j'ai acheté mes premières crypto-monnaies en 2016. Pour vous dire, ces trucs-là, je les ai pas connus.
Donc ils avaient déjà disparu quand moi je suis arrivé en 2016 et pourtant ça datait de 2013. Donc maintenant on va prendre un snapshot ici en historical snapshot. On va venir juste en 2017 et je vous montre un petit peu le top en 2017 c'était quoi? Des altcoins. Donc c'était en mai à peu près, c'était début juin même 2017. Donc dans le top on avait XEM, ETC, LTC, Dash, Stratis, retenez bien ces noms. Vous savez quoi? On va faire la comparaison maintenant. Litecoin, c'est toujours là. Ethereum classique, c'est toujours là. XEM, ça a disparu. Enfin, en tout cas, c'est plus dans le top du top. C'était une grosse crypto-monnaie. Dash, c'est plus du tout une grosse crypto. Enfin, plus personne n'en parle et ça peut-être ça coûte le même prix actuellement, mais c'est plus dans le top. Dans le top 10, déjà, c'est sorti du top 10. Stratis, ça vaut plus du tout 1 milliard. Ça doit coûter à cette heure-ci peut-être 50 millions, voire 100 millions de capitalisation. Donc ça a dégagé. XMR, c'est toujours présent, le gros privacy coin Monero, et d'ailleurs c'est plus capitalisé que maintenant, probablement. Waves, c'est plus trop présent, en tout cas c'est plus dans le top 10. Bitcoin, ça a disparu, Digibyte, ça n'existe plus. Golem, enfin je vous dis, quand je dis ça n'existe plus, je dis pas que ça a disparu, genre les crypto-monnaies n'existent plus, elles existent encore, elles sont encore tradables, mais c'est plus du tout dans le top actuel. XLM, c'est encore présent. Siacoin, c'est vraiment plus dans le top. Dogecoin, vous connaissez tous, c'est encore là. Zcash, c'est plus trop sur le devant de la scène. Pourtant, avant, c'était dans le top 17. Rep, c'est plus du tout dans le top. Steam non plus. Game Credit non plus. Gno non plus. BAT, ça reste dans le top 100, mais voilà, c'est plus trop autant connu qu'avant. BitShares, ça a dégagé. Made, Safecoin, ça a dégagé complètement. BitConnect, c'était un scam. Decred, je crois plus que c'est dans le top 100, ça, je vais vérifier, mais non, ça a dégagé du top 100 également. DGD aussi, donc voilà, je vais pas toutes les faire, mais Lisk aussi, GByte aussi, ARDR, tout ça, ce n'est plus dans le top 100. Ok, donc déjà, là, je vous ai pris les coins de 2017. À cette heure-ci, la majeure partie, ils sont tous plus sur le devant de la scène. Donc tous les gens qui ont, en 2017, connu ces grosses cryptos et qui se sont dit je fais que du DCA sur ces trucs-là, votre folio est proche de zéro maintenant. Ça n'a pas fonctionné. Pourtant, si vous aviez fait du DCA sur Bitcoin, vous auriez chopé du Bitcoin à 2500. Et puis après, bon là c'était juin 2017, c'était vraiment le plus haut du marché des altcoins en surperformance face au Bitcoin. Après, si je prends le plus haut, c'était en décembre 2017, je vais vous montrer également. Mais pareil, la grande majorité des assets ont disparu. Je vous prends le 24 décembre, c'était quasiment les plus hauts. Le Bitcoin était à 13 000 $. Donc pour vous dire, le plus haut du Bitcoin en 2017, c'était entre 13 000 et 20 000. À cette heure-ci, le Bitcoin, il est à 30 000, donc il est au-dessus de ses plus hauts. Mais Bitcoin Cash, c'est pas du tout à 2 900 $. XRP, ce n'est pas non plus à 1 $. Litecoin, c'est pas non plus à 275 $. Cardano, c'est en dessous des 39 centimes à l'heure actuelle. IOTA, ça coûte moins d'1 $ maintenant. NEM, ça doit coûter quelques centimes. Dash, ça vaut maintenant 150 $. Monero, ça coûte 150 $ si je dis pas de bêtises. On va vérifier ça tout de suite. Ça vaut à peu près 167 $. Donc vous voyez déjà, c'est en dessous. Bitcoin Gold, ça a disparu. EOS, je vous ai montré tout à l'heure, ça vaut plus rien. Stellar, c'est au prix actuel, c'est pas plus élevé, je crois. Je vais vérifier, mais on est à combien sur XLM actuellement? 12 centimes, donc vous voyez, c'est un peu plus faible qu'avant. Quantum, ça vaut peut-être 10 fois moins. Donc ça a perdu 90% de leur valeur. Donc là, tout ce que je vous montre, ça a perdu de la valeur. Et tout ce que vous voyez ici, la grande majorité, ça a disparu. Maintenant, ça vaut plus rien. Donc tous ceux qui ont fait du DCA sur ces projets-là et qui ont espéré en 2017 et en 2018, quand ils ont acheté ça, quand ça faisait que de baisser, et qui ont espéré faire une plus-value sur un prochain cycle haussier, sont tous mordus la queue. Pourquoi? Parce que ça n'a pas du tout performé. Ok, donc pas du tout de performance. Alors que juste acheter du Bitcoin, même à 13 000 $, qui étaient quasiment les plus hauts, à cette heure-ci, on est rentable. Et c'est ça la puissance du DCA, le Bitcoin. Faire du DCA sur les alts, ça ne fonctionne pas, à part en cycle haussier. Mais comme je vous dis, le cycle haussier des alts, il dure 6 mois. Et ensuite, c'est 3 ans de baisse. Si vous regardez bien, je vous montre ici Stratix par exemple, ça a été haussier de mai 2017 jusqu'à décembre 2017. Ça a duré à peu près 6 mois, allez, on va dire 6-8 mois. Et ensuite, ça a fait que baisser jusqu'en 2020. Ça a connu 6 mois de hausse, donc de décembre 2020 jusqu'à avril 2021. Ça n'a même pas regagné les plus hauts et maintenant, ça fait que chuter. Et le marché des alts, c'est que ça. Grosse performance pendant 6 mois et ensuite 3 ans, 4 ans, rien du tout. Donc du DCA sur un actif qui est plus souvent baissier qu'il n'est haussier, ça ne marche pas, tout simplement. Bitcoin, ça marche parce que Bitcoin, il est haussier à long terme et il reste fort. Ok. Donc erreur à éviter, pas de DCA sur les altcoins, s'il vous plaît.
Également le DCA, on prend une partie de son portefeuille. Imaginons, j'ai un portefeuille crypto qui est composé de 10 000 $. Je vais me dire, ok, je vais attribuer 3 500 $, donc 35% au DCA par exemple, ok, pour ne pas faire que du DCA. Ou alors, ce que je veux dire, c'est que si vous en faites sur les altcoins, parce qu'il y a des altcoins qui ont survécu, Cardano, etc., on en fait, mais avec une petite partie de son portefeuille, genre 10-15%, on se dit, ok, je mets 10-15% de DCA sur les alts. Si toutes les alts que j'achète, elles meurent, je vais perdre grand maximum 10-15% de mon portefeuille, j'ai encore 80, 85, 90% derrière, ça va. Mais il y en a qui font 100% de leur portefeuille en DCA des alts et qui perdent quasiment 100% de leur portefeuille, et ça marche pas. Donc ça, c'était la première notion de stratégie qui est le DCA, Dollar Cost Average. J'achète un petit peu, tous les mois par exemple, et je vais vous donner des astuces pour optimiser votre DCA. Donc pour optimiser son DCA, on fait comment? Très simple. Attendez, hop, j'ai un appel, je me mets en mode avion. J'avais zappé. Hop, comme ça, on ne me dérange pas. Le DCA, comment on fait pour l'optimiser? Je vais vous introduire des concepts. Je vais vous introduire, là je vous parle que du Bitcoin. Moi, le DCA, comme vous l'avez compris, sur les altcoins, je m'en fous. On n'en fait pas. Je ne recommande pas à mes élèves d'en faire et ça ne marche pas. Et tous ceux qui voulaient en faire et qui n'en ont pas fait me remercient à l'heure actuelle, puisqu'ils n'ont pas une grosse quantité de capital exposée sur des altcoins qui font que chuter. Donc, parce que j'ai justement l'expérience des cycles précédents pour avoir compris que le DCA sur les alts, ça marchait pas. Et statistiquement, le DCA, ça marche sur des tendances haussières. Ça marche sur Apple, Google, Amazon, je vous laisse regarder ce genre d'actions, ce genre d'entreprises qui sont haussières depuis 15-20 ans, ça marche sur celle-ci, sur un actif qui est haussier. Si j'achète et que l'actif prend 10%, je suis bien content. Mais là, quand j'ai des actifs qui performent 6 mois et qui se font défoncer pendant 3 ans, vous doutez bien que ça marche pas. Alors pour le Bitcoin, je vous donne des astuces et des notions que vous devez connaître pour optimiser votre DCA. C'est pas obligé de le faire quand on est débutant. Déjà, ça marche. Juste acheter du Bitcoin tous les mois, ça marche. Maintenant, je vais vous donner des astuces pour optimiser votre DCA et avoir de meilleurs prix et donc faire plus de rendement quand le marché monte. Okay, donc c'est ce qu'on appelle, premièrement, je vous introduis le prix de production. Il faut savoir que le Bitcoin est une matière première. Demain, si vous minez du Bitcoin, vous achetez ce qu'on appelle un Ant Miner, une machine qui permet de miner du Bitcoin. Il y a le coût du Ant Miner, mais il y a aussi ce qu'on appelle le rapport énergie-puissance. Je vais avoir besoin d'énergie, d'électricité pour faire tourner mes machines, ou je peux le faire avec des panneaux solaires, etc., des énergies renouvelables, mais la grande majeure partie de ceux qui minent du Bitcoin le font avec des énergies classiques, l'électricité qu'on connaît, et qui est payée. Okay, donc le prix de production. Le prix de production, c'est la puissance des machines fois le coût énergétique, ok, et donc tout simplement combien ça coûte pour miner un Bitcoin avec le coût énergétique et l'installation qu'on a faite. Donc ça, c'est le prix de production. Le Bitcoin est une matière première parce qu'il a un coût de production, il y a un coût pour extraire de l'or, il y a un coût pour aussi extraire de l'argent, etc., etc. Il y a un coût pour extraire du pétrole, donc le pétrole c'est aussi une matière première, et il y a un coût d'extraction du pétrole, de stockage du pétrole, etc., etc. Donc le Bitcoin a aussi un prix de production. Et donc sur TradingView, vous avez un indicateur qui vient et qui s'appelle ici le Bitcoin Production Cost, ici. Et donc là, moi j'ai modifié les paramètres. Ok, là je vais repasser en daily. J'ai modifié les paramètres personnellement. Vous double-cliquez sur l'indicateur. Et donc moi personnellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis à 4 centimes le kilowattheure. Il faut savoir que pour les plus grosses fermes, elles sont entre environ 3 et 5 centimes le kilowattheure. Donc moi, j'ai coupé la poire en deux. J'ai dit à l'indicateur, tu me le mets sur 4 centimes le kilowattheure. Vous pouvez, si vous voulez, mettre 3 centimes. Ça va simplement baisser le prix de production. Okay, moi, je le mets à 4. Je le trouve très bien. À 4, ça me va bien. Et donc, le prix de production du Bitcoin, c'est son meilleur prix d'achat. C'est ce qu'on appelle la valeur intrinsèque. Le Bitcoin, quand il est dans les prix de production, c'est le meilleur prix auquel vous pouvez l'acheter. On achète toujours une matière première à son prix de production. Par exemple, environ la matière première de l'or, donc le coût de production de l'or, le coût d'extraction, c'est environ 1000 $ une once. Quand l'or était à 1000 $, je vous montre ça. Donc là, l'indicateur ne marchera pas sur l'or. Il marche, mais il indique n'importe quoi. Quand l'or était aux environs des 1000 $, il n'a pas été plus bas que 1000 $ parce que c'était le prix de production. Et une matière première, le prix de production, il n'y a rien de mieux. Okay, on achète toujours son prix de production. Et donc le Bitcoin, à l'heure où je vous parle, ici, il est encore très proche des prix de production. Donc le Bitcoin, il a encore une bonne valeur. Et je vous montre ça à long terme, ici. Mais le Bitcoin, on l'achète dans les prix de production. Donc là, le coût énergétique, il a un petit peu évolué. Les datas, elles ont aussi changé. Là, on est sur des machines récentes. À l'époque, c'était un peu moins récent. Donc les coûts de production qui sont inférieurs à 2015-2016, on ne va pas trop les prendre en compte parce que ça a beaucoup évolué depuis. Mais tout ce qu'on prend depuis 2015-2016, c'est fiable et les machines n'ont pas énormément évolué depuis. Les installations n'ont pas énormément changé. Il y a peut-être
l'arrivée des énergies renouvelables, etc., miner grâce aux panneaux solaires, etc. Ok, ça oui, c'est présent, mais en tout cas à l'époque c'était complètement différent au niveau des puissances. Avant on pouvait miner avec des cartes graphiques, un processeur, maintenant ça c'est plus. Enfin on peut le faire, mais on va gagner rien du tout, on sera pas rentable. Il faut des machines vraiment spéciales. Sur internet vous écrivez Antminer et vous pouvez chercher. C'est des grosses machines faites par Bitmain majoritairement qui permettent de miner du Bitcoin, donc ça ressemble à ça, vous voyez, ici, pour miner du Bitcoin, simplement. Et vous pouvez aussi miner d'autres crypto-monnaies, mais là on parle du Bitcoin. Et donc, ce qui fait la valeur du Bitcoin, c'est sa valeur intrinsèque, c'est son prix de production. Et vous verrez que le Bitcoin ne descend quasiment jamais sous les prix de production. Et le meilleur moment pour l'acheter, c'est dans les prix de production. Alors, ici, en 2016, le prix de production du Bitcoin, c'était entre 440 et 260 $. Tant qu'on est dans ces gros blocs rouges, les prix sont très bien. Il faut acheter du Bitcoin si on pense que le Bitcoin peut prendre de la valeur à terme. Ici, on était pareil dans les prix de production. Donc de 2016 jusqu'à 2017, le Bitcoin était dans les prix de production entre 500 $ et 1300 $. Quand on sort des prix de production, ce n'est plus trop un bon moment pour acheter du Bitcoin. C'est à ce moment-là que le Bitcoin prend de la valeur et que le public, donc le public c'est quand la majorité des personnes s'intéressent aux crypto-monnaies et les achètent. Okay, et donc là, on prend en valeur. On revient dans les prix de production. C'est intéressant pour acheter du Bitcoin ici. Donc c'était à l'époque à 1800 voire 2000 $. On prend de la valeur, on sort des prix de production, vous savez que c'est plus trop intéressant d'acheter du Bitcoin à ces moments-là. Vous pouvez l'acheter, vous pouvez surfer la tendance, ok, ça veut dire la tendance est haussière, je continue d'en acheter, mais je prends mes profits rapidement parce que ça ne dure pas indéfiniment. Pour vraiment des investissements long terme optimisés, c'est les prix de production. Par exemple, ici, je reviens, là je vais pouvoir revenir en régular. Le prix de production d'un Bitcoin était environ entre 4000 $ et 6600 $. Donc là, le Bitcoin, pour l'acheter, c'était très intéressant. Et jusqu'ici, c'était très très intéressant. Okay, qu'est-ce qui fait le prix du Bitcoin? Le prix de production du Bitcoin. On a les paramètres suivants. Le coût énergétique, le rapport puissance-énergie des machines. Comme vous le savez, par exemple, Apple avec ses iPhones ou Samsung avec ses téléphones, donc les puces qu'ils font, s'efforce de sortir des puces le plus puissant possible et le moins énergétique possible. Ça consomme moins, ça chauffe moins, ça consomme moins de batterie, donc ça augmente l'autonomie et c'est des téléphones qui sont plus puissants, donc on peut faire plus de choses avec, jouer, carrément faire du montage, possiblement sur des téléphones, utiliser des outils de réalité augmentée, réalité virtuelle, etc. etc. Les Antminer, et le but justement de Bitmain qui fait ces Antminer et les autres marques, c'est d'augmenter ce rapport pour puissance-énergie. Plus de puissance, moins d'énergie. Plus il y a de puissance, plus on va avoir, donc là c'est le deuxième terme que j'ai introduit, le hash rate. Plus on aura un hash rate qui va augmenter, donc plus on va pouvoir miner potentiellement du Bitcoin, miner plus de blocs, et également donc faire une calcul de puissance plus importante pour valider le plus de transactions et donc toucher le plus de commissions possible sur la validation de ces transactions-là, la sécurisation du réseau. Et ensuite, on a ce qu'on appelle la difficulté. La difficulté, c'est la difficulté du réseau. Plus la difficulté, elle augmente, ok, plus il est compliqué, entre guillemets, de miner du Bitcoin, plus ça va coûter cher. Plus il va falloir de la puissance de calcul. Et donc cette difficulté, vous pouvez la retrouver sur un site qui s'appelle blockchain.com, j'en avais parlé dans une précédente vidéo de formation, juste que ça buguait, et là ça fonctionne, c'est super. Vous voyez que la difficulté du Bitcoin, elle est exponentielle, elle fait que d'augmenter. Donc le prix de production du Bitcoin, il fait que d'augmenter à terme. Ok ? Donc ça, c'est ce qui fait que le Bitcoin, il est aussi à terme, parce que le prix de production, il augmente et il augmente et il augmente. Pourquoi ? Parce qu'on a de l'inflation. Donc le coût énergétique, il augmente un petit peu dans le temps. Deuxièmement, on a une difficulté qui explose. Donc c'est ce qui fait qu'il faut de plus en plus de puissance pour miner du Bitcoin. Donc ça coûte de l'argent, ça coûte de l'énergie, ça coûte de la puissance, ça coûte des machines, ça coûte de l'installation, ça coûte des fermes, etc. Donc ça, c'est ce qui gonfle aussi le prix de production du Bitcoin, donc sa valeur intrinsèque. Et également, on a ici le hash rate. Et donc plus le hash rate augmente, plus la difficulté augmente. Ça, c'est corrélé. Donc là, vous avez le total hash rate ici. Et donc plus le hash rate augmente, plus ça veut dire on a de machines qui sont branchées pour miner du Bitcoin et pour sécuriser le réseau. C'est haussier pour le Bitcoin, une hausse du hash rate. Pourquoi ? Parce que ça sécurise le réseau. Et ça permet d'avoir beaucoup de machines, donc d'essayer de limiter le coût des transactions. Et surtout, ça permet aussi aux mineurs de miner du Bitcoin. Ça permet aussi d'augmenter le prix de production. Donc simplement, ça augmente la difficulté, ça augmente le prix de production et donc ça augmente la valeur intrinsèque du Bitcoin. C'est pour ça que ici, vous voyez là, cette valeur intrinsèque, ce que vous voyez en rouge, le prix de production, à long terme, il fait que monter.
Et vous voyez, le Bitcoin, quand il connaît ses cycles haussiers, il sort de ses prix de production, et quand il est en transition, comme maintenant, il revient dans ses prix de production. Ici, je reviens, transition, prix de production ici, prix de production, et hausse. On sort du prix de production. Cycle haussier, cycle baissier, on revient dans les prix de production, on a la transition, l'accumulation dans les prix de production, et on redevient haussier. Ok ? Et donc, le meilleur moment pour investir dans le Bitcoin et faire son DCA, c'est quand on est dans ses prix de production. Ça, vraiment, c'est cadeau. Mais c'est tout con. Matière première, valeur intrinsèque, la smart money, ce qu'on appelle les big boys, ceux qui ont beaucoup d'argent, les banques, les institutions, rachètent massivement du Bitcoin dans ces niveaux de prix. Pourquoi ? Parce qu'on a le rapport d'offre et de demande. J'ai déjà expliqué ça, mais je reviens dessus. Les mineurs, pour se financer, ils font quoi ? Donc les mineurs, c'est ceux qui minent du Bitcoin. Bah simplement, je mine du Bitcoin qui me revient à par exemple 20 000 $. Bah pour faire de la plus-value, je fais quoi ? Pour payer mon électricité, payer mes employés qui vont gérer les machines, payer les machines qu'il faut changer, les nouvelles machines, etc. Bah, je revends mon Bitcoin à 30 000 $, tout simplement, pour faire de la plus-value. On est bien d'accord. Donc, il y a de l'offre mineure. Je vais l'appeler comme ça, je viens de lui donner un nom, voilà, stylé. L'offre mineure, donc l'offre des mineurs. Je peux l'appeler l'offre des mineurs. Et donc, ensuite, quand le Bitcoin est dans les prix de production, est-ce que c'est intéressant pour un mineur de vendre du Bitcoin à 20 000 alors qu'il le mine à 20 000 ? Pas tellement, le mineur, il va le garder. En tout cas, il va en vendre moins. Parce que oui, il faut payer des factures, machin. Mais c'est pour ça qu'aussi, on peut s'assurer avec des contrats dérivés, shorter le Bitcoin, pour protéger la production, etc. Protéger ce qu'on mine. Si le Bitcoin baisse, bah, je short, comme ça, je fais aussi du gain quand ça baisse, etc. Mais ça, c'est un autre débat. Mais juste quand je suis un mineur, j'ai une grosse ferme, je mine environ à 20 000 $. Je sais qu'un Bitcoin, ça me revient à 20 000. S'il est à 20 000, je ne vais pas vendre mon Bitcoin à 20 000 ou je vais en vendre moins. Donc, l'offre des mineurs, elle diminue dans les prix de production. Et vous vous rappelez qu'un marché, c'est ni plus ni moins que la relation d'offre et de demande. Peu d'offres et beaucoup de demandes égale prix haussier. Quand les mineurs ici, là, ils se gavent, ils minent du Bitcoin qu'ils ont à 10 000 et qu'ils peuvent leur vendre à 60 000, vous vous doutez bien que là, les mineurs, ils vendent du Bitcoin comme pas possible. Et qui achète ça ? Bah, c'est généralement le particulier. Et la smart money, ceux qui ont beaucoup d'argent, savent ce que je vous dis là. Et eux, c'est pour ça, ils savent que le Bitcoin il est surévalué, il ne faut surtout pas l'acheter ici. Donc, les gros, ce qu'on appelle la smart money, les banques, les institutions, elles vendent, les mineurs, elles vendent. Il n'y a plus que les petits porteurs pour soutenir ce marché, mais les petits porteurs, ils n'ont pas assez d'argent. Et donc, le marché s'effondre et retourne vers les prix de production. Généralement, le petit porteur, il a acheté ici, il panique, il vend là-bas. Et puis, à ce moment-là, il n'y a plus d'offres. Les mineurs, ils vendent beaucoup moins. Les gros portefeuilles vendent beaucoup moins. Et donc là, c'est ce qui fait que la relation d'offre et de demande se rééquilibre. On a la transition, donc l'accumulation. Et puis à un moment donné, la demande redevient plus forte que l'offre. Et donc on reconnaît un cycle haussier jusqu'à ce que les mineurs et les grosses banques, etc. décident de revendre leur Bitcoin parce qu'on s'est trop éloigné des prix de production. C'est un Bitcoin qui est surévalué. Donc pour faire simple, Bitcoin. Donc là, ce sera une grosse vidéo. Bitcoin au-dessus du prix de production égale surévalué. Ok ? Bitcoin sous le prix de production, ce qui est très rare, ça arrive quasiment jamais. Mais c'est sous-évalué, égal, on achète. Si on croit au Bitcoin, on achète. Ok ? Et Bitcoin dans le prix de production, égal bonne valeur. Égal la valeur fondamentale, et ça aussi, on achète. Ok ? Si on croit au Bitcoin. Donc là, actuellement, on achète ou on vend du Bitcoin. Ça va dépendre si vous êtes trader ou autre, mais un investisseur va continuer, et tout en sachant que le Bitcoin pourrait redescendre sur les 17 000 $, puisque c'est le bas de la valeur du prix de production. Okay, mais grosso modo, tant qu'on est dans ces valeurs-là, on continue d'acheter. Okay, pour un investisseur long terme. Donc quelqu'un qui fait du DCA, juste qui n'y connaît rien, qui évite, par exemple, vous faites du DCA tous les mois, et puis là, avec ce que je viens de vous apprendre, vous dites « Ah ouais, bah c'est pas con, je vais éviter de faire du DCA quand on n'est pas dans les prix de production, ça va m'éviter d'acheter un peu cher et je vais pouvoir avoir plus de Bitcoin plus bas. » Vous continuez par exemple de vous dire tous les mois, bah, je mets 200 € de côté. Au lieu d'acheter directement du Bitcoin, je les envoie par exemple sur une plateforme, sur BitGet. Je les laisse sur BitGet ou je les laisse en banque. Et puis quand je voudrais les envoyer sur BitGet, quand on reviendra dans les prix de production, bah, tout ce que j'ai mis de côté, là j'achèterai mon Bitcoin. Et comme ça, je me serais épargné une baisse de 60, 50, 40, 30%. Donc j'aurais plus de Bitcoin. Parce que oui, si j'achète pour 100 € de Bitcoin quand il coûte 50 000, si j'achète 100 € de Bitcoin quand il coûte 25 000, bah j'ai 2 fois plus de Bitcoin que si je les avais achetés à 50 000. Donc ça, c'est intéressant, puisque la plus-value, à terme, sera plus intéressante. Si j'achète à 50 000 et que le Bitcoin monte à 69 000, je fais 39% de plus-value. Mais si j'ai été patient, j'ai attendu les prix de production et allez, je l'ai acheté à 25 000, même si j'aurais pu l'avoir plus bas, on revient à 69 000, je fais 177%. Et donc l'investissement est beaucoup plus rentable. Donc ça, rien que ça déjà, prix de production, ça vous sauve d'acheter du Bitcoin à des prix élevés
Même si déjà le DCA marche en achetant à ces prix-là, ça marche parce que le Bitcoin il fait que des nouveaux sommets à terme et sa valeur moyenne continue d'augmenter dans le temps, ok, bah tout simplement je gagne quand même de l'argent et je gagne plus d'argent et ça c'est cool, ça me permet d'optimiser. Nouveau concept que je vous apprends, c'est l'halving. Alors l'halving c'est quoi? L'halving, ça, comment dirais-je, le reward, le rendement des mineurs est divisé par 2. Ok, ça veut dire que, par exemple, un mineur gagnait 2 fois plus. En fait, ça réduit, ça augmente, ça double le prix de production parce que ça réduit de 2 le rendement des mineurs. Et donc, c'est pour ça que ici, quand vous prenez par exemple le prix de production, il double à chaque halving. Donc là, vous voyez, par exemple, là, il y a une grosse hausse. C'est pas parce que d'un coup, il y a eu plein de nouveaux mineurs et la difficulté a explosé, donc le prix de production a explosé. Non, c'est le phénomène naturel qu'on a sur le Bitcoin. C'est l'halving, ça réduit l'inflation, donc ça augmente la déflation du Bitcoin à terme, et en fait ça réduit ça, le rendement des mineurs, ok? J'ai pas le terme exact, j'arrive pas à le retrouver, pourtant je le dis tout le temps, je suis désolé, mais voilà, pour que vous puissiez comprendre. Sinon vous écrivez sur Google ou sinon vous demandez à ChatGPT qu'est-ce que l'halving, il va vous expliquer parfaitement ce que c'est, mais en gros pour faire simple, ça double le prix de production d'un Bitcoin. Donc là par exemple, vous voyez, en avril 2020, on était entre 6800 $ et 4100 $ le prix de production d'un Bitcoin, et on a eu le 11 mai 2020, ou à peu près le 12 mai 2020, l'halving. Et donc ça a doublé le prix de production. Et donc le prix de production est passé environ entre 8000 $ et environ 13 000 $. Ok, et donc là, vous voyez que le Bitcoin a continué de monter doucement mais sûrement. Les gros ont continué d'acheter ici. Et puis là, on est sorti des prix de production. Et donc là, bon, on a commencé le cycle haussier. Et donc là, c'était plus trop intéressant d'acheter du Bitcoin. Mais là encore, c'était intéressant de l'acheter. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que le prix de production du Bitcoin, alors où je vous parle, il est entre 17 000 en estimation, entre 17 000 $ et 30 000 $. J'ai un autre indicateur qui me donne les prix de production planchers que je vais vous montrer de suite. Donc ça s'appelle, vous écrivez Bitcoin, COP, donc Cost of Price, ok, Cost of Production, donc le prix de production, overlay V1. Et donc ça donne ici les valeurs planchers. Vous pouvez en mettre 2, moi c'est ce que je fais. Ok, et je vais vous expliquer juste pourquoi, et ça c'est vraiment les prix planchers. Parce que là actuellement on a des grosses sociétés, je ne sais pas si vous connaissez comme Riot, qui est une grosse société minière qui mine beaucoup de Bitcoin. Donc vous écrivez Riot Bitcoin, pas Riot, ceux qui font des jeux, mais vraiment Riot Bitcoin, Bitcoin mining ici. Eux ils ont un coût, on a eu des rapports entre 10 000 et 14 000 $ à peu près. Donc eux ils arrivent à miner du Bitcoin encore entre 10 et 14 à peu près. Donc ça c'est vraiment les prix de production planchers, c'est les plus grosses fermes qui ont un prix de rendement entre 10 et 14 000 à l'heure où je vous parle. Donc c'est pour ça que ici lui il estime à 16 000, mais regardez, on est sur un kilowattheure à 4. Donc il faut se dire que Riot, ils ont un kilowattheure plutôt autour des 3, donc ils ont des contrats, peut-être à 2,5 même, mais bon, nous on va mettre 3. Donc c'est ce qui fait, c'est pour ça que là j'ai double indicateur, donc ça me donne vraiment la moyenne basse. Donc ça c'est vraiment global, et ça c'est vraiment le prix de production plancher qu'on vient jamais chercher. Hein. Le Bitcoin je viens jamais chercher ces niveaux-là, c'est vraiment les plus planchers. Et en fait ça me donne comme indication, au prochain halving il va se passer quoi? Ces prix vont doubler. Donc on va passer sur le prix plancher le plus bas, entre 12 000, donc là on est à 12 000, entre 12 000 et 16 000, mais on multiplie ça par 2, donc entre 24 000 et 32 000 $. Et le prochain halving, c'est quand? C'est en mi-avril, voire fin avril 2024. Okay, le prochain halving, il est là à peu près. Il est là. Et donc là, le prix de production moyen, je fais un rectangle, ok. Donc ça, c'est vraiment le prix de production plancher. Post-halving, il va doubler comme ça. Et donc là, je vais aller à 24 000 et 32 000 $. Hop, 24 jusqu'à 32. Et donc, il y a de grandes chances que après avril 2024, donc vous, quand vous regarderez cette vidéo, ce sera probablement passé, si vous la regardez après avril 2024, le Bitcoin sera au minimum au-dessus des 24 000 $. Ok, et voire au-dessus également des 32 000 $. Et si je prends le prix de production moyen, ici, qu'on nous affiche, actuellement, on est entre 17 800 et 29 700. Je vais changer la couleur, on va le mettre en orange comme ça. Hop. Ça va doubler post-halving, donc on va passer, sortir la calculatrice, mais grosso modo 17 000 ça fera du 34 000, c'est bien 17, et ici 30 000 ça fera 60 000, ok? Donc entre 34 000 et 60 000 $. Donc post-halving, ça veut dire que le prix de production moyen, il sera à peu près ici, ok? Donc, vu que après l'halving, ce sera les valeurs intrinsèques, on peut déjà se douter que le Bitcoin il va probablement ressembler à ça. Et ensuite, nouveau cycle haussier, et ça partira comme ça. Les objectifs parlent entre 100 et 140 000, voire plus. Au-delà des 100 000 $, on pourrait se dire que c'est le prochain objectif du prochain cycle haussier. Peut-être que quand vous regarderez cette formation, le Bitcoin il sera à 100 000 $, je ne sais pas.
À l'heure où je faisais cette vidéo, c'était à 29 000, j'en sais rien. Mais c'est ce qui vous montre qu'à l'heure actuelle, faire du DCA sur le Bitcoin, c'est encore bien. Et investir dans le Bitcoin, c'est encore un bon prix. Et on sait que ça peut encore chuter jusqu'à 17 000 $. Et là, les prix planchers, c'est entre 10 et 14, des valeurs qu'on connaît. Et donc là, moi, l'indicateur ici entre 12 et 16 000. Mais grosso modo, pardon, il y a peu de chances maintenant que le Bitcoin il aille sous 15 000. Donc ça, et n'oubliez pas, après l'halving, le prix de production il double. Donc les prix de production que vous voyez ici, plancher, ce qu'on voyait là, ça va devenir ça. Et donc ce que vous voyez ici, ça va devenir ça. Ok. Donc, ce qui fait que déjà, après 2024, il y a peu de chances de retrouver un Bitcoin sous 30 000. Donc c'est encore un bon investissement à ce moment-là. Ça aussi, c'est des astuces et des conseils que je vous donne. Ensuite, les autres outils. Ça, c'est un outil technique, ça s'appelle Fibonacci. Donc là, je retire tout ce qui est prix de production, machin. On fait comme si ça n'existait pas. Le plus simple, c'est vous prenez le point bas du précédent cycle baissier. Donc là, le point bas du précédent cycle baissier, c'est quoi? C'est ça. Ok. 2018, 3 000 $. Vous prenez l'outil Fibonacci sur TradingView et vous allez monter jusqu'au point le plus haut actuel du Bitcoin, qui est ici. Je vais être précis, je vais vraiment prendre le point le plus haut, qui est environ 68 900 $. Je mets mon petit Fib ici. Et donc, nous, ce qu'on veut comme niveau, vous double-cliquez, mais normalement, vous les aurez déjà. C'est le niveau entre 61,8 et 78,6. Et même en bonus, on peut mettre 0,886. Et il faut se dire que juste avec cet élément technique-là, vous achetez du Bitcoin tant qu'on est entre 61,8 et 88,6. Vous aurez les bons prix sur le Bitcoin. C'est ce qu'on appelle la zone de rechargement. RLZ, Reload Zone en anglais, zone de rechargement en français. Et vous voyez, depuis qu'on est dans ces niveaux de prix, le Bitcoin il se met à consolider et on entre dans la phase de transition et les prix ne baissent plus. Les prix sont en train de remonter. Je peux vous faire ça aussi au précédent cycle. Je vous prends ici le point le plus bas du précédent cycle qui était ici. Ok. Je vous prends le point le plus haut de 2017 qui était là à 19 700 $ et quelques, donc le point le plus haut. Et là, on prend entre 61,8 et idéalement, le plus c'est proche des 78,6, mieux c'est. Ok. Vous pouvez même ajouter un autre niveau. C'est 72, en fait, c'est on coupe la poire en deux dans la zone de rechargement. Donc 0,702 ici. Et donc, je vais essayer de mettre ça de la même couleur. C'est comme ça. Hop. Ici. Et en fait, si vous voulez, la zone optimale, c'est vraiment tout ça. Entre 72 et 88,6. Mais bon, le concept de base de la zone de rechargement, c'est 61,8. Mais je vous donne un tips. Vous prenez entre 72 et 88,6. Et là, vous achetez du Bitcoin sans... Si vraiment vous croyez au Bitcoin, vous pensez que le Bitcoin peut prendre de la valeur, tout ce qui est dans ces niveaux de prix à l'époque, au précédent cycle, vous voyez que c'est cadeau. Ici, ça dure très peu de temps. Hein. Mais pour acheter ces Bitcoins, c'est ici que ça se passe, c'est ici que ça se passe. Et après, ça prend de la valeur. Et donc là, j'ai tracé ma zone de rechargement. Je vais faire la même chose. Je vais mettre 72. OK. Et on va simuler, voilà, entre 72 et 88,6. Vous voyez ici, le Bitcoin dans ces niveaux de prix, ils sont précieux. On n'y reste pas très longtemps. Et donc là, c'est des Bitcoins achetés à un bon prix. Vous pouvez combiner le coût de production, zone de rechargement plus coût de production. Il n'y a pas mieux sur le Bitcoin. C'est la meilleure chose à faire. Donc là, ce que je peux faire, c'est retracer une nouvelle zone de rechargement. Je reprends le point le plus bas actuel, donc qui est en novembre 2022. Je prends le point le plus haut de la transition qu'on est en train de connaître. Et voilà. Je reprends ici entre 61,8 et 88,6. Les prix de production, s'il y a un Bitcoin qui revient entre 17 000 et 21 700 $ dans les prochaines semaines, prochains mois, faut en acheter, c'est un très très bon prix. Okay. Et là, pareil, si je fais du DCA à chaque fois que le Bitcoin il vient dans ces zones de rechargement, dans les prix de production, j'ai les meilleurs prix et c'est comme ça que je fais de la plus-value et je revends quand le Bitcoin sort des prix de production. Est-ce que c'est intéressant de revendre tous ces Bitcoins en 2024 quand on sera entre 30 et 60? Non. Prendre des profits, oui, mais de là à vendre tous ces Bitcoins, probablement pas. Pourquoi? Parce que, sauf catastrophe, c'est quoi? C'est le hash rate qui s'effondre, tous les mineurs qui débranchent leur machine, et donc la difficulté qui s'effondre, et donc le prix de production qui s'effondre. La difficulté a fait que d'augmenter à terme, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui minent du Bitcoin, donc le prix de production il continue de monter. En plus de ça, on a l'halving qui vient doubler les prix de production. Donc là, je vous dis, ça se trouve, d'ici avril 2024, d'ici 6-8 mois, 9 mois, la difficulté va encore augmenter. Donc les prix de production que je vous montre là vont encore augmenter. Vous voyez ici, les prix de production ont monté. Janvier 2023, c'était entre 11 000 en moyenne et à peu près 19 000, 20 000. Là, on est déjà passé entre 17 et 30. Donc, ça se trouve, ça va encore monter. C'est ce qui fait que post-halving, ce sera encore plus haut. Et ce que je veux vous dire, c'est que le gars qui avait acheté du Bitcoin, par exemple, à 4 000 $ et qui a revendu tous ses Bitcoins à 12 000 parce que ça avait triplé, on était encore dans les prix de production, il pouvait revendre ça beaucoup plus haut. Donc, on peut prendre un petit peu de plus-value.
c'est ce qu'on appelle sécuriser les investissements et se payer, donc prendre un petit peu de plus-value pour sécuriser ses investissements. Mais l'objectif, c'est pas de tout revendre quand on sera encore dans les prix de production post-halving. L'objectif, c'est de revendre tout ça plus haut ici. Et je vous donne un autre outil avec Fibonacci. Vous prenez cette fois-ci le point le plus haut, vous prenez le point le plus bas, et là, vous allez cocher dans Fibonacci des autres niveaux. Donc moi, je l'ai déjà setup de base, je l'ai déjà paramétré. Mais vous, dans les paramètres ici de Fibonacci, vous cochez les niveaux 161,8 ici, donc 1,618 et 2. Et ça va vous donner cette zone ici. Ça, c'est la future grosse zone de profit du Bitcoin. Ça sera entre 102 000 et 120 000 dollars. Je vous fais le même exemple ici. Lorsqu'on est venu faire des plus hauts et on a explosé cette zone, je prends le point le plus haut de 2017 jusqu'au point le plus bas. Ici, on avait une première grosse zone de profit, hop, qui était estimée entre 30 000 et 36 000 dollars. Donc c'était ici. Le marché a réagi. Après, on a continué de monter. Vous pouvez ajouter d'autres niveaux si vous le voulez. Historiquement, ça marche bien aussi. C'est 2,618 ici. OK ? Et ensuite, vous pouvez ajouter encore 3,618, etc., etc. Mais au minimum, généralement, on fait une extension de 161,8-200. Donc, c'est se dire qu'au prochain cycle aussi, on a de grandes chances qu'au moins le Bitcoin, ils viennent nous chercher un bon 102 000 dollars, 120 000 dollars, voire plus haut. OK ? Donc ça, c'est des zones de profit. Après, on pourrait chercher plus haut, encore et encore, 150, 200, on ne sait pas jusqu'où on pourra monter, mais ça devient réaliste de parler d'un Bitcoin entre 100 et 120 000 dollars. OK ? Donc si vous savez bien optimiser votre DCA, vous pouvez le faire. Ce que je vous ai dit, ça fonctionne sur Ethereum. Maintenant, ce qu'on n'a pas malheureusement sur Ethereum, c'est le prix de production. On l'a plus, parce que Ethereum a changé, ne se mine plus avec des machines. OK ? Donc ça a changé à ce niveau-là. Mais le DCA fonctionne, en tout cas les outils techniques que je vous ai donnés ici, zone de rechargement, je vous montre rapidement, mais ça va vous permettre d'acheter au meilleur prix également. OK ? Ethereum, donc là le prix de production ne marche plus, hein, donc je le retire. OK ? Mais en revanche, je prends le point le plus bas du cycle précédent, qui était là, le point le plus haut. Rappelez-vous, nous on va essayer d'acheter entre 70,2 pour optimiser un maximum et jusqu'à 88,6. OK ? Hop. Et bien actuellement, on voit que sur Ethereum, comme par magie, cette zone, c'était une zone d'achat extraordinairement intéressante. Ici, zone de rechargement, ok ? Et donc, Ethereum, entre 1500 et 600 dollars et même plus bas, et ça y va plus bas, c'est cadeau, c'est vraiment un très bon prix, ok ? Voilà, je vous fais pareil au précédent cycle, je vous prends ici, tac, on va jusqu'au plus haut, je vous trace ici les zones. Jusqu'ici, vous voyez, tout ce qui était là, c'était la transition, l'accumulation. Vous achetiez de l'Ethereum ici, vous faisiez une grosse plus-value. x20, x25, x15, etc., etc. OK ? Et donc, Ethereum est aussi à long terme. Creux, sommet, creux ascendant, sommet ascendant, creux ascendant, sommet ascendant probable. Pour une plus-value sur Ethereum recherchée 2025, rappelez-vous, c'est tous les 4 ans, voire peut-être même 2026, si c'est un peu plus long cette fois-ci. OK ? Donc voilà, ça c'était le DCA. Et sur les altcoins, ça ne marche pas. S'il vous plaît, ne faites pas du DCA avec tout votre capital sur les altcoins, s'il vous plaît. Je vous ai montré des outils très puissants là qui vous permettront de faire de l'argent sur le long terme, sur juste déjà Bitcoin et Ethereum, vous ferez de la plus-value. Les altcoins, l'intérêt, comme j'en ai parlé, ça performe pendant 6 mois, c'est qu'on a des performances qui sont extraordinaires, genre des x50, x100, etc. Et qui dit grosse performance dit aussi gros risque. C'est sûr que si j'investis sur le Bitcoin, je ferai peut-être moins de plus-value si j'achète au moment parfait un Bitcoin et une altcoin. Si j'achète le plus bas d'une altcoin et le plus bas du Bitcoin, c'est sûr que je ferai beaucoup plus de value sur une altcoin beaucoup plus de plus-value sur une altcoin parce qu'elle aura un multiplicateur plus important. Pourquoi ? Comme je vous ai dit, le Bitcoin a une grosse capitalisation. C'est dur pour lui maintenant de doubler, tripler, quadrupler. Une altcoin qui vaut 200 millions de dollars, elle peut monter à 2 milliards, elle aura fait x10 facilement. Alors que le Bitcoin, vous lui ajoutez 2 milliards de capitalisation, il prend même pas 1% maintenant. Ok ? Donc c'est ça la différence. C'est pour ça que pendant 6 mois, vous avez des altcoins qui performent énormément. Mais ensuite, une fois que le cycle haussier est fini sur ces alts, ne faites pas de DCA, vous allez vraiment vous casser la gueule. Vous ne faites pas ça. Ok ? Donc là, je vous ai montré les outils. Sur le Bitcoin, vous avez d'autres outils que je vous montre, qui sont un peu fun, qui font un peu peur même, qui sont très puissants, mais qui fonctionnent. Après, statistiquement, on a un qui est moins fiable que l'autre parce qu'on n'a pas assez de statistiques. Je vous introduis le moins fiable, c'est ce qu'on appelle le P-Cycle. Donc il y a un mec en fait qui s'est rendu compte que quand on avait deux EMA précises, donc deux moyennes mobiles qui se croisaient, ok, généralement ça signait les tops et les bottoms du marché et ça marche extrêmement bien. Maintenant on n'a pas assez d'historique donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes, mais c'est vrai que historiquement ça a fonctionné. Je vous montre. Donc les traits rouges c'est quand le P-Cycle il signale un top, donc l'indicateur. Donc là il signalait un top ici à l'époque à
$145. Ensuite, on a eu la transition, donc là, il l'a signalé un petit peu tôt. Ensuite, il a signalé un top en 2013, donc là, c'était au top parfait, on ne peut pas faire mieux au sommet. Ensuite, on a eu la transition et il donne aussi les bottoms. Encore une fois, je ne vous vends pas du rêve avec cet indicateur. C'est juste deux EMA qui se croisent, c'est le gars qui s'est rendu compte de ça. Ça a fonctionné statistiquement les précédentes fois, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner dans le futur. Ici en 2015, il nous a signé le P-Cycle Bottom, donc ici les deux EMA se sont croisés à nouveau et c'était le bottom ici. Ensuite on a eu le cycle haussier. Les deux EMA se sont recroisés comme par magie au top, ici quasiment, donc là c'était aux environs des 17 000, on a topé 2-3 jours après. Le top, le bottom au bottom parfait ici encore. Le top ici a été signalé pareil au top quasiment parfait en avril 2021 et on a eu un signal de bottom ici à l'époque avant que FTX s'effondre, c'était ici aux environs des 20 000 $. Vous voyez, on a été un petit peu plus bas et là on a eu le signal de bottom. Est-ce que ça veut dire que c'est bon, c'est un indicateur super fiable parce qu'il a eu raison quasiment à chaque fois par le passé? Non, la statistique est trop faible. Okay, il peut très bien avoir eu raison 8 fois d'affilée et là se tromper les 8 prochaines fois. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est vrai que quand vous allez combiner zone de rechargement, prix de production, quand l'indicateur vous donne un signal en dehors des prix de production à la vente, bah c'est un bon moment pour prendre ses profits, par exemple. Quand il vous donne un signal d'achat en zone de rechargement dans les prix de production, de toute façon, vous avez déjà les autres conditions. Vous voyez, ça vous donne un petit plus. Okay, pour acheter. Et donc, un autre indicateur qui, lui, a beaucoup plus d'historique et qui est basé sur des choses factuelles, qui sont justement le hash rate, etc., c'est l'indicateur hash ribbons. Donc ça, c'est basé sur le hash rate. Donc c'est pareil, hein, les mêmes personnes qui ont fait les indicateurs du prix de production, etc., qui donnent des signaux d'achat en fonction du comportement du hash rate et en fonction du comportement du prix du Bitcoin. Et toutes les pastilles bleues, buy, à long terme, vous donnent vraiment... Là, statistiquement, ça commence à devenir quand même assez fiable. On a vraiment des bons signaux. Encore une fois, ce n'est pas un indicateur à utiliser tout seul. Vous rajoutez le prix de production, les zones de rechargement. Si dans le prix de production plus zone de rechargement, vous avez la pastille bleue qui vous donne le signal d'achat, c'est un bon moment pour acheter. Pastille bleue ici pour acheter, bon à l'époque c'était à quelques centimes de dollars. On aurait tous bien aimé all-in le Bitcoin à ce moment-là. Ensuite ici 2012 c'était aux environs des 3 $, bon signal. Buy ici 5 $, bon signal. Buy ici pareil 17 $, très bon signal. Un premier buy ici sur les bottoms, bon signal. Un deuxième, un troisième, peut-être même un quatrième. 3 signaux ici pendant la transition, très bon signal. Ici à nouveau, un nouveau signal ici 2016. Bon signal également, les prix ont bien monté derrière. Plus rien après jusqu'à 2018 au plus bas, 2019, début 2019, bon signal. Ensuite ici, signal à nouveau, tout ça c'est des bons signaux, bon signal. Ici, vous voyez déjà un peu moins bien. Et comment on aurait pu ne pas se faire avoir? Ici, est-ce qu'on était dans les prix de production? Non. Est-ce qu'on était en zone de rechargement? Non. Ce signal, on ne le prend pas en compte, on évite de faire l'erreur. Après, de toute façon, dans tous les cas, il y a de grandes chances que le Bitcoin fasse de nouveaux ATH. Donc quelqu'un qui a même acheté ici à 44 000 fera de la plus-value s'il a tenu ses Bitcoins. Mais en tout cas, ça vous aurait évité d'acheter trop cher. Okay, ensuite, ici, il nous donne un buy signal. Est-ce que c'est intéressant? Oui, on est dans les prix de production, on est en zone de rechargement, c'était aux environs des 20 000 $, maintenant on est à 30 000, on est déjà rentable ici. Et la nouveau buy signal, c'était ici, prix de production, zone de rechargement toujours. Ici, pareil, bon signal, 20 000 $. Et donc là, on n'a pas encore de nouveau signal d'achat. Ça peut être une chose que vous pouvez attendre, peut-être un signal d'achat dans ces niveaux de prix, ça serait vraiment exceptionnel. Donc là, je vous ai vraiment donné les bons signes, les bons indicateurs et ce que vous devez absolument connaître pour faire du DCA à un bon prix. Et quand tous vos amis vous parleront du Bitcoin, s'il est à 100 000 $, ne vous faites pas avoir, n'achetez pas du Bitcoin à 100 000, les banques vont le vendre à ce prix-là. Attendez tout ce que je vous ai dit. Oui, c'est chiant d'attendre 1-2 ans, c'est mieux d'attendre 2 ans ou d'acheter un truc qui va baisser, ça sert à rien. Et même si votre collègue il achète à 100 000 et ça monte à 110 000 et vous dites putain il a fait 10% de plus-value, attendez parce qu'après vous allez pouvoir choper du Bitcoin moins cher. Et donc quand votre collègue qui connaît rien, qui n'aura pas suivi cette formation et qui va vous dire oui j'ai acheté à 120 000, regarde on est à 134 000, je fais du profit, vous allez lui rire à la gueule quand ça redescendra probablement à 60 000 et que vous l'achèterez à 60 000 et que lui bah, il aura rien vendu ou il aura vendu très peu et puis malheureusement il fera pas de plus-value. Ok, donc on investit rationnellement, ça c'est vraiment des outils qui vont vous permettre d'investir rationnellement. Ok, les erreurs à éviter, je le répète, on DCA pas. On peut le faire, ça fonctionne statistiquement, mais pour augmenter les chances, on DCA dans les prix de prod, on DCA en zone de rechargement, et si on veut, P-Cycle indicateur, c'est un plus, voire signal de hash rate. Ok, c'est un plus. Maintenant, si ça signale et qu'on n'est pas dans ces zones de prix, on évite. Ok. Maintenant, si ça signale et qu'on est dans ces niveaux de prix de prod et zones de rechargement, on y va, on fait notre DCA. On ne DCA pas les alts. Je le réécris.
parce que ça performe pas, on n'a pas assez d'historique cyclique, ok, les 90% des alts ne performent plus d'un cycle à un autre, donc ça marche pas. Ou alors, maximum vraiment 10-15% de son folio dédié au DCA des alts. Parce que là, je vous réserve la dernière vidéo, celle-ci c'est une masterclass, où je vais vous donner une stratégie pour reconnaître les altcoins qui peuvent performer, bien avoir une bonne gestion du risque et faire de grosses plus-values comparées au Bitcoin. Sans se faire avoir en ayant DCA, donc vraiment celle-ci c'est la dernière vidéo, avec tous les secrets, je vous donnerai tout dedans avec un plan détaillé, vous ne pourrez pas vous tromper. Et donc, je pense que j'ai parlé à peu près de tout. Sous-évaluer, surévaluer, c'est un concept que vous devez comprendre grâce au prix de production. P-Cycle, tout ça, on en a parlé parce que je prends des petites notes avant, bien évidemment. Donc là, je relis les notes rapidement. Je fais aucun montage dans cette vidéo, vraiment, c'est que ce soit du full direct, je pourrais vous faire des montages, etc. Mais j'aime pas, même si j'échange avec vous, des fois, ça, des trucs qui n'ont pas forcément de rapport avec la vidéo, j'aime bien. Je garde, c'est du contenu en plus pour vous, je déteste couper, faire du montage. Non pas que je suis feignant, parce que je pourrais le faire, ça me prendrait même pas une journée. Mais voilà, je trouve que c'est plus naturel et dans l'apprentissage, je pense que c'est plus fluide. Vous me direz ce que vous en pensez. Et oui, énième piège à éviter, ne jamais s'attacher à une crypto. Une crypto peut vous vendre du rêve. Et les meilleurs fondamentaux sont pendant les marchés baissiers. Parce que ce qui se passe sur les altcoins, c'est que pendant que c'est en transition, vous avez les gros qui achètent, ça pump, les teams vendent du rêve, donc les prix montent parce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent et donc les teams vendent du rêve. Oui, on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça, on est des génies, on va faire ci, on va faire ça. Donc ça fait monter les prix parce que c'est plein de promesses. Puis le marché baissier arrive et toutes les promesses qu'elles ont faites, elles les font. Et là, les gens comprennent pas. Ils se disent, mais attendez les gars, tous les trucs qu'ils nous ont promis pendant que ça montait, ils sont en train de le faire et les prix continuent de descendre. Je comprends pas, je continue d'acheter. Non, c'est un cycle baissier, ça va continuer de baisser. Et sachez que les altcoins perdent entre 88 et 97% de leur valeur en cycle baissier. Et je peux vous dire que si vous achetez n'importe où, n'importe comment, vous vous ferez défoncer. Et encore une fois, je le redis, on ne fait pas de DCA sur les alts. Et les gens ne comprennent pas. Ah putain, ils ont sorti ça, c'est exceptionnel, mais pourquoi les prix baissent? Bah, c'est un cycle baissier, il n'y a plus d'acheteurs. Les gros continuent de vendre. Les mecs, ils ont acheté ici, ils ont fait du x50, et même en vous vendant ici, il faut encore du x10. Bah, les mecs, ils continuent de vendre. Même s'il y a des news exceptionnelles, parce que les mecs, ils s'en foutent. Okay, donc on ne s'attache pas à un coin. Les fondamentaux, c'est bien, faut qu'un actif soit bon fondamentalement, mais encore une fois, je vous le dis, hein, y a une expression qui est commune, qui est, oui, ça build, ça construit en bear market. Ok, ouais, c'est bien, ça construit. Mais s'il n'y a pas d'acheteurs, les prix continuent de descendre. Donc c'est bien, vous regardez les projets qui ont abandonné. Ok, vous regardez les projets qui ont abandonné. Donc eux, déjà, pendant le marché baissier, bah, ils se font défoncer. Même ceux qui n'ont pas abandonné, qui continuent de développer, ils se font défoncer. Mais au moins, dans la prochaine vidéo, je vous donnerai les signaux qui peuvent vous indiquer qu'une crypto-monnaie est prête à reprendre de la valeur. Et donc, s'ils ont développé pendant le marché baissier, là, à ce moment-là, pendant la transition, ça pourra peut-être reprendre de la valeur. Alors qu'une crypto qui aura totalement abandonné son projet, bah, pendant la transition, ça fera rien du tout. Alors qu'une crypto qui l'aura pas abandonné, ça fera ça. Mais on peut avoir des fondamentaux géniaux ici et vous serez quand même en moins 80% sur l'investissement. C'est pour ça que le DCA sur les alts, on n'en fait pas. Et il faut attendre techniquement que le marché vous donne les signaux. Et ça, je vous donnerai tous les secrets dans la prochaine vidéo de formation. On s'attache jamais à un coin. C'est de la spéculation, on s'en fout. Okay, ce coin, il peut se faire remplacer demain par une nouvelle crypto qui arrive, des mecs qui sont beaucoup plus déterminés, plus intelligents, avec plus de connaissances, plus de sens du business. Et ces mecs vont détrôner la crypto avec laquelle vous êtes attaché. En marché baissier, peu importe la crypto, ça se fera défoncer. Elle sera baissière. Si le Bitcoin il est baissier, il ne faut pas chercher plus loin. Votre crypto, elle sera baissière. Peu importe ce que c'est. On peut faire ce qu'on veut. Ça ne marchera pas, ça sera baissier. Okay, donc on ne s'attache pas aux cryptos. C'est des outils spéculatifs pour faire de la plus-value. Après, bien évidemment, j'aimerais que le Bitcoin devienne une monnaie internationale. J'aimerais parce que vraiment les banques, ça nous fait chier. Demain, faire un transfert des Émirats dans mon pays, en Angleterre, pour payer quelqu'un pour une prestation, ça me coûte énormément de frais. Si je passe pas par une fintech qui ont des taux de rate plus intéressants, je lui envoie un transfert en USDT, ça me coûte 0,6$ de frais, et derrière, il n'y a pas de taux de change, c'est en dollars directement. Et même lui, si derrière, il veut faire du taux de change sur un exchange, il aura un bon taux, meilleur qu'avec la banque. Oui, ça nous emmerde les banques. Pareil, je fais demain un transfert en Bitcoin à l'autre bout du monde, ça va me coûter zéro. Ça va me coûter moins de 5$ de frais, donc je peux envoyer un gros montant. Voilà, j'ai une grosse prestation à payer à 10 000 € par exemple, j'envoie l'équivalent en Bitcoin, ça va me coûter rien. Je le fais depuis ma banque ici, ça va me coûter peut-être 5-7% de frais, c'est énorme. Je vais avoir énormément de frais qui vont sauter pour rien, et franchement ça m'emmerde. 500-700 € de frais à cause des banques, c'est énorme. Et plus les montants sont gros, plus les taux sont énormes, parce que
bah, la banque qui reçoit va facturer des frais, ma banque va facturer des frais, il y a un taux de change, donc ici c'est le dirham émirati, il y aura un taux de change peut-être en euros si c'est en Europe, en GBP si c'est au Royaume-Uni, etc. Et c'est chiant. Donc la crypto c'est bien, donc c'est pour ça que je suis attaché au Bitcoin, mais j'oublie pas les concepts que je vous ai indiqués. Le Bitcoin, quand il sera à 100 000, parce que moi j'en accumule un petit peu du Bitcoin, quand il sera à 100 000 ou 120 000, 130, etc., bah, volontiers je le vendrai à ces niveaux de prix. Mais c'est pas pour autant que je ne croirai plus au Bitcoin ou autre. C'est juste de la cyclicité. J'ai étudié les cycles, je sais comment ça fonctionne et c'est ce que je vous ai enseigné dans cette formation. Et c'est ce que je veux que vous puissiez faire derrière pour justement aussi générer de la plus-value. Parce que ceux qui font pas d'argent sur le Bitcoin, malheureusement, c'est ceux qui achètent quand tout le monde en parle et puis ils vendent quand les prix ont chuté et puis ils en entendent parler à 100 000 et puis ils se disent bon bah je vais en racheter puis au final ils font que d'acheter quand faut pas. Ok. Donc voilà. Prochaine vidéo, vraiment masterclass, je vous sors une vidéo, un plan défini, gestion du risque, profit, bien identifié, bien faire ses profits, etc. Ce sera la dernière vidéo de cette formation et ça vous permettra d'avoir un plan carré pour faire de l'investissement sur le marché crypto et ça sur les altcoins. Là, on a vu sur Bitcoin et le DCA et les erreurs à éviter. Maintenant, on fera un vrai plan d'investissement sur les alts pour bénéficier de ces 6 mois de hausse complètement folles où vous pouvez faire des grosses plus-values. Par exemple, non, j'ai perdu le nom du token pour vous dire tellement c'est de la spéculation, mais je crois que ça s'appelle Trias. Pour vous donner un ordre d'idée, hein. C'est un truc à l'époque j'avais acheté ici à 1 $ et le truc il est monté et je l'ai revendu pour le coup. Alors là c'est vraiment de la chance, mais mon dernier ordre de vente il était non pardon c'était ici, c'était à 29 $ de mémoire, c'était juste ici. Grosse chance. Je vous donnais aussi un autre conseil, c'était de vendre avant les chiffres ronds psychologiques, c'est ce que je fais, j'ai pas attendu 30, j'ai vendu à 29 ici. Pour le coup, bah, la chance a fait que c'était les plus hauts. Et là, c'est pour vous donner un exemple, plus on peut faire des grosses performances comme ça sur les altcoins. J'ai d'autres exemples, mais là, c'est celui qui m'est revenu en tête parce qu'il m'a marqué le fait que j'arrive à vendre quasiment au plus haut. Ça arrive une fois sur 10, hein, pour vous donner un ordre d'idée. Le but, c'est de prendre profit quand ça monte, mais là, vraiment, mon dernier ordre de profit était quasiment tout en haut, donc c'est pour ça que ça m'a marqué. Donc on parlera de ça, les plans et stratégies d'investissement pour pouvoir spéculer sur des projets comme ça et faire de grosses plus-values. Ok? Je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.